Déclic, prends le mic. Déclic, prends le mic. Une émission qui encourage l'expression des habitants de Seine-Saint-Denis. Reportages, interviews, témoignages. Déclic, prends le mic. Sur Radio Ems. Tous les jeudis de 20h à 21h. Sur Radio Ems. Déclic, prends le mic. Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de l'émission Déclic, prends le mic sur Radio Ems. Bonjour CZ. Bonjour Flo, bonjour à toutes et tous. Quelques petites infos insolites qui vont arriver comme ça, dont une qui m'est arrivée personnellement. On retrouvera aussi la chronique de Carole, J'ai fait un rêve. Véro vous parlera de son coup de cœur littéraire. Et puis vous écouterez un reportage sur l'inauguration du square Chantal Delahousse à Saint-Denis. Mais on commence avec un retour sur la CAN avec Chekmi. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations vient de s'achever. C'était sans doute l'édition la plus attendue de toute l'histoire, pas seulement par les Africains, mais aussi par le monde. La CAN 2024, organisée en Côte d'Ivoire, avait marqué les esprits grâce à une belle organisation, une ambiance exceptionnelle et des scénarios rocambolesques. Vous l'aurez compris, le pays hôte de cette CAN 2025, le Maroc, était attendu au tournant après tout l'engouement que la CAN ivoirienne avait suscité. Alors c'est vrai que il y a une année de décalage, hein. C'était la CAN 2023 organisée en 2024 et pareil cette CAN 2026 mais fin 2025, tout ça à cause du Covid je crois. Oui c'est ça, il y a eu le Covid d'abord qui a tout bouleversé, même la CAN 2022, c'est officiellement CAN 2021 que ça s'appelle. Il y a eu vraiment un gros décalage à cause du Covid. Mais là, tout va revenir à la normale l'année prochaine, la CAN 2027. Ce sera vraiment en 2027, on en reparlera à la fin. Mais en tout cas, pour cette CAN 2025 au Maroc, on sent un réel intérêt à l'international parce que quelques jours avant le match d'ouverture, la CAF, qui est donc la Confédération africaine de football, a annoncé que plus d'1 million de billets ont été vendus. Pour une compétition internationale, vous allez me dire que c'est normal, mais quand on regarde la recette des billets, on se rend compte que c'est énorme puisqu'il y a eu 55 millions de dollars générés par la vente de billets. C'est plus que la Côte d'Ivoire et ses 11 millions de dollars. Et le Maroc a aussi déployé des grands moyens au niveau des stades. 9 stades ont été mobilisés dans 6 villes différentes pour accueillir les matchs. Jamais dans toute l'histoire de la CAN, on a eu autant d'enceintes mobilisées. Un autre facteur qui montre la montée en puissance de la CAN, c'est le nombre de sponsors. Il y en avait 23 au total, encore un record battu. C'est la même chose au niveau de la couverture médiatique, puisque la compétition a été diffusée dans 180 pays, notamment en Asie, où la CAF a acquis des nouveaux marchés, en Corée du Sud et au Japon. Mais là où la CAF a vraiment frappé fort, c'est en Europe. 20 accords ont été signés, permettant à 30 territoires de retransmettre les matchs à la télévision. Mais ici en France, il fallait s'abonner à beIN Sport pour voir les 52 matchs de la compétition. Au Royaume-Uni, il n'y avait pas besoin d'un abonnement, puisque la chaîne Channel 4 diffusait tous les matchs en clair. Il n'y avait aucune excuse pour ne pas rater les matchs. À souligner quand même pour le Japon et les Sud-Coréens, c'était la première fois qu'ils achetaient des droits. Effectivement, c'est ce qui rend encore cette CAN vraiment historique sur le plan international. D'autant qu'au Maroc, il y avait plus de 3800 journalistes accrédités pour couvrir le tournoi. Ils ont pu travailler dans un centre média situé dans le complexe sportif Moulay Abdallah à Rabat. Un centre de travail ultra moderne qui a impressionné des professionnels de médias comme le Mauritanien Lassana Camara, qui a pourtant couvert plusieurs Coupes du Monde et Héros. On l'écoute. J'ai couvert 3 Coupes du Monde. Je fais 3 Euros en Europe. C'est pas tous les jours qu'on a des centres médias comme ça pour la presse. Tous les journalistes ont des ordinateurs. Le Wi-Fi, c'est parfait. Pour le temps de travail, pour bien travailler ce centre de médias, on peut dire que le Maroc a respecté les journalistes africains. On est en style. C'est pas pour la CAN, ça. Là, ça, c'est pas pour la CAN. C'était pour la Coupe du Monde 2030. Là, on est en style mondial. Venant d'un journaliste avec l'expérience de Lassana Camara, c'est très flatteur. Et les supporters qui sont venus de partout en Afrique et même de la France, comme il y a une grosse diaspora africaine ici, ont été marqués par les infrastructures et les dispositifs de sécurité mis en place. Voici le témoignage de quelques aficionados. On se régale, infrastructure impeccable, la sécurité au top.
Et voilà, on se régale au Maroc, on est très très bien ici. Et on dirait que je suis à Bernabéu quand je vais voir les matchs à Madrid ou là à Rabat. C'est les mêmes ambiances, c'est les mêmes stades, c'est les mêmes infrastructures. L'organisation, il n'y a rien à dire. Souvent, vous savez, quand c'est calme, quand c'est bien, parfois les gens sont calmes. Et quand ça ne va pas bien, c'est là où les gens commencent à parler. Il n'y a plus beaucoup, donc il y avait des abris, mais pour le nombre de personnes qu'il y avait, dans les fan zones, c'était pas assez. Vous l'aurez compris, le seul point négatif qu'on trouve dans cette pluie d'éloges, c'est la pluie qui tombe du ciel. Ça a été une constante tout au long du tournoi, alors que ça n'arrive presque jamais à la CAN en raison du climat global à cette période de l'année en Afrique. On est plutôt à la saison sec, on va dire, pas la saison des pluies dans quasiment l'ensemble du continent. Malgré toutes ces intempéries, les matchs ont pu se dérouler sans interruption. C'est grâce à des systèmes de drainage souterrain qui permettent d'absorber l'eau et de maintenir la pelouse sèche. En tout cas, matériellement, à la hauteur, le Maroc, on peut dire. Mais alors, au niveau match, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des scénarios On n'a pas eu vraiment de surprise, contrairement à la dernière en Côte d'Ivoire, où la Guinée équatoriale avait atomisé la Côte d'Ivoire 4-0, par exemple. Il y a même la Mauritanie qui avait battu l'Algérie. Et le Ghana a été éliminé en phase de poule avec seulement 2 points. On sait le Ghana, une grande nation du football africain. On se souvient aussi des parcours du Cap-Vert et de l'Angola jusqu'en quart de finale. Et donc de cette victoire inattendue de la Côte d'Ivoire après tout ce scénario incroyable dans les matchs contre le Sénégal, le Mali et le Nigeria. Mais cette année, la logique a été respectée du début à la fin. Dans le contenu de jeu, comme dans les résultats, on a vu vraiment un écart de niveau important entre les gros, entre guillemets, et les petites équipes aussi, entre guillemets. Et dès les phases de poule, le premier tour donc de la compétition, les équipes qui étaient tête de série ont fini aux 2 premières places de leurs groupes respectifs. Par exemple, dans le groupe A, le Maroc qui était tête de série a fini à la première place et le Mali deuxième, c'était attendu. La seule surprise aussi, on peut le dire, de ce premier tour, c'était le Gabon qui a perdu tous ses matchs de poule face au Mozambique. Les Gabonais ont été éliminés avec 0 points, alors qu'on pensait qu'ils pouvaient embêter justement ces grosses équipes africaines comme la Côte d'Ivoire et le Cameroun, mais ça n'a pas été le cas. Mais lors du deuxième tour, la phase à élimination directe, tout s'est passé comme prévu. Les nations annoncées favorites sont allées le plus loin possible dans la compétition. D'ailleurs, tu sais, sur les 8 équipes qualifiées en quart de finale, ce sont les 8 premières équipes africaines au classement FIFA qui ont joué les quarts de finale, la crème de la crème sur le continent. Et il y a certains qui justifient cette performance par les conditions de jeu, l'état des pelouses, le climat plutôt frais, mais aussi par les stars des équipes qui ont été au rendez-vous. Je pense au Nigeria par exemple avec Victor Osimhen, son buteur phare, qui a marqué 4 buts, et Ademola Lookman, qui a fini meilleur passeur de la CAN. Mohamed Salah, lui, a marqué des buts importants pour l'Égypte, mais ça n'a pas suffi pour permettre aux Égyptiens de remporter un 8e titre. Donc toujours pas de CAN pour Mo Salah. La Côte d'Ivoire, championne en titre, a été portée par Amad Diallo, attaquant de Manchester United, qui a été élu 3 fois homme du match. Et on a pu découvrir aussi des petits cracks, les stars de demain, ceux qui feront vibrer les cœurs dans quelques années. Il y a l'Algérien Ibrahim Maza, 20 ans seulement, qui a montré toute sa classe ballon au pied. Yann Diomandé, l'ailier ivoirien de 19 ans, a fait tourner en bourrique plus d'un défenseur. On a aussi découvert Christian Kofané, attaquant camerounais de 19 ans, qui a marqué 2 buts dans cette CAN. Alors finalement, bon, les premiers, on va y venir, on sait qui c'est, mais donc deuxième Maroc et troisième c'était qui, le Nigeria? Ouais, le Nigeria, c'est ça, avec son attaque de folie, qui a marqué 14 buts sur l'ensemble de la compétition et qui a été emmené par un super entraîneur, Eric Chell, une équipe qui a beaucoup séduit les fans avec son jeu offensif, mais qui a perdu en demi-finale face au Maroc. Et justement, on va revenir sur cette finale qui a opposé le Maroc et le Sénégal, parce que dans quelques années, tu sais, quand on va parler de la CAN 2025, on va retenir 2 noms. Sadio Mané, le plus grand joueur de l'histoire du Sénégal, et surtout Brahim Diaz, qui a été le facteur X du Maroc durant cette CAN. Oui, effectivement, mais en fait aussi, c'est des joueurs qui évoluent à l'international. Et c'est ça, Sadio Mané. Aujourd'hui, il joue en Arabie Saoudite, mais il laisse derrière lui une très grande carrière en Angleterre. À Liverpool, il a tout gagné, la Ligue des Champions, le championnat anglais. Il a même fini 2e du Ballon d'Or en 2022, derrière Karim Benzema. Et Brahim Diaz, lui, il joue au Real Madrid. Alors, il n'est pas toujours titulaire, parce qu'on sait le Real Madrid a de grands joueurs en attaque comme Kylian Mbappé ou Vinicius Junior. C'est dur de se faire une place, mais il est international marocain et durant cette CAN, il a pu montrer de quoi il est capable. Et il a même fini meilleur buteur du tournoi d'ailleurs.
Et pour cette finale, les deux joueurs se sont retrouvés de numéro 10 et au bout du suspense, le Sénégal s'est imposé 1-0 après prolongation grâce à un but de Pape Gueye. Et le Sénégal remporte la deuxième CAN de son histoire, 4 ans seulement après le premier sacre. Et pour le Maroc, le rêve de deuxième titre est brisé, surtout qu'ils avaient à cœur de l'emporter à domicile devant leur public après 50 ans sans victoire. Alors justement, revenons sur cette finale et sur cette polémique, sur ces polémiques, parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc déjà, pour contextualiser un peu, il y a plusieurs décisions qui ont amené à toute cette polémique, à tous ces débordements. Déjà, à la 92e minute, le Sénégal avait marqué le but de la victoire, mais refusé pour une faute peu évidente, voire inexistante sur Achraf Hakimi. L'arbitre congolais Jean-Jacques Dalla a sifflé beaucoup trop tôt, et donc il ne pouvait plus aller voir la vidéo, la VAR. 95e minute, le Maroc avait un corner. Brahim Diaz est tombé dans la surface de réparation après un contact avec un joueur sénégalais. Mais là, l'arbitre va voir la vidéo et il accorde un pénalty au Maroc. En conséquence, Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, est devenu fou de rage à tel point qu'il appelle ses joueurs à quitter le terrain. Beaucoup de Sénégalais sont rentrés dans les vestiaires alors que Sadio Mané est resté aux abords de la pelouse. « Venez, on va jouer comme des hommes ». Voilà la phrase prononcée par le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal à ses coéquipiers. Et ils sont revenus sur le terrain après une dizaine de minutes d'interruption, pendant que sur le bord du terrain, il se passait plusieurs choses vraiment invraisemblables. De la violence entre les supporters sénégalais et des stadiers, des histoires de serviettes volées et le gardien remplaçant du Sénégal, Yehvan Diouf, qui a été pris à partie par des ramasseurs de balles. Et c'est dans ce contexte chaotique que le jeu a repris. Brahim Diaz avait la balle de titre au bout de ce penalty. Alors, ce fameux penalty, on en parle ou pas? Il a tenté une panenka et Edouard Mendy, le gardien sénégalais, a arrêté ce ballon, ce tir en pichenette en plein milieu qui était mal exécuté. C'est un choix très étonnant de sa part, vu l'enjeu de ce tir. Dans un premier temps, on pouvait penser qu'il avait fait exprès pour ne pas marquer son penalty et donc calmer toutes les polémiques et du coup aller en prolongation et continuer le match normalement. Mais Edouard Mendy a démenti la théorie en interview après le match au micro de Beansport. Non, quand même, il faut être sérieux. Vous croyez vraiment qu'à une minute de la fin, cinquantaine d'années, un pays attend ça, vous croyez qu'on va s'entendre? Il voulait marquer, j'ai eu le crédit de l'arrêter, c'est tout, faut s'arrêter là. Pas d'arrangement donc, Brahim Diaz s'est vraiment trompé dans son choix. Auteur de 5 buts dans ce tournoi, le joueur du Real Madrid est passé de héros à 0 en l'espace de quelques secondes. Son titre de meilleur buteur va rester anecdotique. Le monde va plus retenir ce raté que ses prouesses durant cette CAN. Il aura peut-être l'occasion de se racheter dans quelques mois, puisqu'il y aura la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et Mexique au mois de juin, mais aussi l'année prochaine, puisque la CAN va se dérouler en 2027. La 36e édition du tournoi sera co-organisée par 3 pays, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, du 19 juin au 10 juillet 2027. Peut-être que là, le Maroc va ramener la 2e étoile, on verra ça. Bah en même temps, c'était pas le moment aussi de tenter cette penenka. Je veux dire, c'est la fin. Hein. Dans ce cas-là, on met un gros boulet. Et voilà, alors il y en a certains qui disent oui, parce qu'il a voulu un peu humilier le gardien. Qu'est-ce que tu en penses, toi? En fait, peut-être qu'il s'est dit à ce moment-là, c'est peut-être le choix le plus inattendu pour le gardien. Il s'attendait peut-être à ce qu'il parte avant la frappe. Mais Edouard Mendy, on sait que c'est pas un gardien qui est très bon sur les pénaltys. Il préfère attendre au dernier moment. Et c'est ce qui s'est un peu passé, même si Mendy s'était un peu décalé pour plonger au sol vers la droite. Mais comme le tir n'était pas très, très bien exécuté, aussi c'est vrai, il n'a pas fait une très bonne panenka Brahim Diaz. Donc ça a été plus facile pour Mendy de revenir sur ses pas et arrêter le ballon. Et comme tu l'as dit, c'était peut-être un boulet de canon qu'il fallait envoyer. Surtout qu'il avait déjà marqué un penalty dans le tournoi. Donc on ne comprend pas son choix, c'est très très bizarre. Peut-être voulait-il être le personnage principal et marquer l'histoire comme Zinedine Zidane qui avait fait pareil en Coupe du Monde avec la France. Oui, mais tout le monde n'est pas Zinedine Zidane. Finale de la CAN 2026 au Maroc, pays organisateur. Les lumières brillent mais l'ombre s'invite quand la corruption entre sur le terrain.
Sénégal attaque, le stade retient son souffle. Le ballon tremble, le filet bouge. Premier but marqué, tout le monde a vu, mais l'arbitre annule. Le scandale est nu, les tribunes murmurent. La colère monte, la corruption danse, la vérité affronte. C'est là que commence l'histoire étrange. Une tactique sale, un drôle de manège. Serviette, serviette, serviettisme. Voler pour gagner, quel triste prisme. Hakimi crie, les Hakimiens s'en mêlent. Les Hakimiennes suivent dans le zèle. Ils pensent briser les Sadio Est, mais le lion ne tremble pas pour un geste. Serviette, serviette, honte au système. La victoire ne se vole pas, elle se sème. La victoire ne se vole pas, elle se sème. Dans la surface, Edouard Mendy se concentre, mais derrière les cages, le chaos entre. On vole la serviette du gardien sénégalais, pensant le déstabiliser, le faire douter. Les hakimistes, ils croient dur comme fer. Sans serviette, il va perdre ses repères. Mais le Sénégal reste droit et calme. Le mental est plus fort que vos armes. Serviette, serviette, serviettisme. La triche ne fait pas héroïsme. Les Hakimiens courent, les Hakiminiennes rient. Mais sur le terrain, la vérité survit. Les Sadio restent soudés, même sans serviette, ils sont blindés. Serviette, serviette, stratégie vaine. Le football punit, toujours la haine. Le football punit, toujours la haine. Radio Ems. Radio On enchaîne avec CZ et quelques infos insolites. Et dans le nord de la France, un homme a reçu un colis qui était normalement destiné à l'hôpital d'Hazebrouck. Il s'attendait à recevoir un sac à dos qu'il avait commandé. À la place, il a découvert des milliers d'arrêts maladie vierges. Cette mésaventure est arrivée à un habitant de Ouascal dans le nord, donc samedi 24 janvier dernier, rapporte La Voix du Nord. Ce matin-là, un livreur Chronopost a déposé donc un colis devant sa porte pensant qu'il s'agissait de l'article commandé. Il l'a ouvert, bien sûr. Je cite, « J'y ai trouvé des milliers d'arrêts maladie à destination de l'hôpital d'Hazebrouck envoyés par la CPAM des Flandres. » Bien sûr, il s'interroge. Je suis quand même assez surpris qu'un colis avec des documents aussi sensible est censé être en envoi sécurisé, puisque être distribué à la mauvaise personne sans signature. D'ailleurs, entre de mauvaises mains, un tel paquet pourrait donner lieu à des fraudes en tout cas massives et un sacré bazar. Selon lui, Chronopost aurait mis en tout cas une mauvaise étiquette sur le colis, ne sachant trop que faire de ces documents. L'homme a contacté l'hôpital d'Hazebrouck pour savoir comment l'établissement pouvait récupérer le colis. De son côté, l'hôpital s'est rapproché de la CPAM car aucune commande en cours pour ces éléments n'avait été effectuée. Cette histoire est folle. Chronopost doit désormais en tout cas récupérer le colis directement chez le client. En attendant, ce dernier n'a toujours pas reçu son sac à dos qu'il attendait. Chronopost lui a suggéré de faire une réclamation. Dis donc, en fait, ils sont tombés sur un homme honnête quand même. Ah oui. Ça aurait pu aller très loin. Oui, et puis, ça se revend très cher. Ça, complètement. Totalement. Aux États-Unis, de la France aux États-Unis, des policiers ont vécu une intervention inhabituelle. Alertés par le déclenchement d'une alarme anti-vol dans une agence bancaire dans l'État de New York, ils s'attendaient à un cambriolage classique, bien sûr. À leur arrivée, ils ont découvert une vitre brisée et un cerf coincé à l'intérieur de la banque. Affolé, l'animal saccageait bien sûr les lieux en tentant de trouver une issue, comme le montrent les images diffusées par la police sur Instagram. On y voit le cerf bondir à travers la banque pendant que 5 agents tentent de le maîtriser. Après plusieurs minutes de poursuite à l'intérieur du bâtiment, les policiers ont finalement réussi quand même à capturer l'animal à l'aide d'un lasso avant de le relâcher sain et sauf dans son environnement naturel. Je cite, le cerf n'a pas été inculpé, cette fois-ci, à plaisanter bien sûr. Le commissaire, cet incident n'est pas isolé dans la région. Oui, le mois dernier, un autre cerf avait provoqué des dégâts dans le secteur du lac Ronkonkoma, échappant plusieurs jours aux forces de l'ordre avant d'être malheureusement retrouvé décédé. C'est certainement la police de la ICE qui a pourchassé ces pauvres cerfs. Ils devaient venir du Mexique peut-être. Voilà, c'est Trump tout ça. C'est Trump, c'est à sa faute. Une Française âgée de 24 ans a symboliquement épousé son personnage de manga préféré en décembre dernier.
Fan du Japon depuis son enfance. Elle vit désormais à Tokyo et s'est mariée avec Mami dans une chapelle d'Okayama. Mes parents ont suivi la cérémonie en direct sur Zoom, raconte-t-elle jeudi dernier. Fascinée par la culture japonaise, la jeune femme a appris la langue via un cursus bien sûr international. Au lycée, c'était en 2018 qu'elle a découvert l'animé romantique qui s'appelle Rent-On Girlfriend et surtout l'un de ses personnages qui s'appelle Mami. Je cite, « Je ne suis pas tombée immédiatement amoureuse. Disons que j'étais intriguée, explique la jeune femme, au fur et à mesure qu'elle est prise par passion par ce personnage et a commencé à collectionner des produits dérivés à son effigie, des posters, des badges, des figurines et même une peluche avec qui elle vient justement de se marier en 2023. Encore installée en France, elle avait déjà organisé une cérémonie de fiançailles avec ses amis, sa famille, suivie par 21 000 abonnés sur Instagram, 24 000 sur TikTok. La Française n'a pas déboursé un centime justement pour son mariage avec Mami. Elle a été entièrement financée justement par Sun Euro. C'est une entreprise japonaise spécialisée dans les mariages avec des personnages fictifs. Cette union n'a évidemment aucune valeur légale, vous imaginez bien, mais ce n'est pas important en tout cas pour la jeune femme. J'ai fait le vœu de toujours l'aimer, c'est ma reine. Indique-t-elle. La Française confie également, bien sûr, partager sa vie avec une femme en chair et en os, cette fois-ci, qui accepte sa passion. On en parle souvent, elle n'est pas jalouse du tout, elle sait à quel point, c'est important en tout cas pour moi, elle est soutenue par ses amis, ses proches, à l'instar d'ailleurs de sa mère qui a acheté une petite bouée pour la plage destinée à Mami. Cette histoire est folle quand même. Et véridique en fait. Ah, véridique, oui, bien sûr. Tout ce que je raconte est véridique, rien inventé, c'est vraiment. Et justement, la belle image de la 15e journée de Top 14 samedi dernier, Perpignan recevait Montauban. Les joueurs ont disputé la rencontre sous une pluie battante, mais ils n'étaient pas les seuls, bien sûr, puisque les arbitres ont subi aussi le même sort. Et oui, comme le montre une vidéo relayée par la page Facebook du championnat de Top 14, un des arbitres de touche, qui s'appelle Kevin Bradley, était littéralement transi de froid, alors qu'il essayait de se réchauffer en sautillant, en se tapant les cuisses. Un joueur lui a prêté main forte. Et oui. Alors sur les images, on voit Sama Malolo, le talonneur de l'USAP, un gaillard de 109 kilos quand même, frotter énergiquement les épaules de l'arbitre. Ce dernier, tout sourire, a rendu l'appareil bien sûr aux joueurs qui tentaient tant bien que mal de sécher le ballon sous cette pluie diluvienne. Un petit câlin, ça fait pas de mal. Voilà, et puis surtout dans le sport. Allez, la dernière. Cette fois-ci, comme tout est vrai, mais là, c'était arrivé à Bibi, là. Je vous le dis. Je rentre de vacances tranquillement la semaine dernière. Vol Air Sénégal de nuit, tout va bien. Petit 40 minutes de retard. Bon, c'est rien au décollage. Tout va bien, mais ça se rattrape puisque on atterrit en fait à l'heure, aux alentours de 6h30, 6h40. Je sens, parce que j'ai petit souci d'oreille, donc je sens la dépressurisation. Et je me dis, tiens, c'est bizarre parce que y a ça, mais on nous informe pas qu'on atterrit en fait. Donc je trouve ça un peu bizarre. Bon, passons. Quelques minutes après, en effet, on nous annonce qu'on atterrit à Bruxelles. T'es censé arriver à Charles de Gaulle. D'accord. Ça, je dis rien. Bon, en effet, pour cause de brouillard, puisque jeudi dernier, gros brouillard. Donc, arrivé à Bruxelles, la personne qui devait venir me chercher, je lui envoie un petit message, machin. Elle me dit, oui, t'inquiète, j'ai bien vu que ton vol a été retardé, etc. Et en effet, brouillard, genre un immeuble de 7 étages, au-dessus de 3 étages, on voit rien. Ouais. Ok, bon, tout va bien. On reste quand même coincé 8 heures, je précise, pour repartir. D'accord. Bah oui, parce que bien sûr, priorité aux avions qui partent à l'heure, pas à ceux qui ont atterri à Bruxelles alors que c'était pas Bruxelles. En attendant que le brouillard se baisse. Aussi. Dans ces 8 heures, on ne descend pas de l'avion du tout, puisque c'est soit tout le monde descend, soit personne, donc voilà. On a seulement une bouteille d'eau, petite, bien sûr, et une gaufre. Normal en Belgique, là-dessus un peu léger, mais bon, c'est pas grave. Mais surtout la grosse nouvelle qu'on apprend quelques heures après être posé à Bruxelles, c'est que les pilotes n'avaient pas la compétence d'atterrir dans le brouillard. Alors, il me semble que quand tu apprends ce métier, je pense que tu dois avoir sur simulateurs des risques, de pluie, de tempête, de neige, Mais partout ailleurs, on atterrit
quelles que soient les conditions météorologiques. Mais et ben voilà. Et ben il y a des radars, il y a. Puis maintenant c'est tout est électronique. Je dis pas que bien sûr l'appareil est maîtrisé par le pilote, hein, mais enfin il y a du guidage, il y a tout ça. Mais en tout cas, ça veut dire qu'à Bruxelles il y avait pas de brouillard. Alors il y en avait un petit peu, mais pas tant qu'à Paris en tout cas. D'accord. Voilà. Mais bon, la folle histoire, c'est que au lieu d'arriver à 7h30, en tout cas à 7h30 chez moi, j'étais chez moi à 17h30. D'accord. Je te dis, t'aurais pu aller aux Antilles, 8 heures d'attente, c'est 8 heures de vol pour aller aux Antilles. Quoi. J'étais au soleil, j'aurais pu continuer au soleil, ça c'est pas mal. Tout à fait. Petite info pour le don du sang, car c'est très important, Florence. Oui, tout à fait. Vous êtes en bonne santé, vous avez entre 18 et 70 ans et vous pesez au moins 50 kilos. Venez donner votre sang le vendredi 13 février de 8h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h30 ou le samedi 14 février de 12h à 17h. C'est la Saint-Valentin, donc ça peut être bien avant le petit resto là de donner son sang. Donc ça se passe à Saint-Denis, à la salle de la Légion d'honneur, le 6 rue de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Donc c'est important pour entre autres les gens qui souffrent des maladies chroniques comme la drépanocytose. Toutes ces personnes ont besoin de sang. Un accident tout simplement grave de la route. Voilà, il faut absolument du sang. Les gens atteints d'un cancer ou sous traitement de chimio, avec la chimio, etc. Donc venez donner votre sang, c'est très très important. Et on en a besoin. Les 13 et 14 février à la salle de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Et puis je vous donne un site où vous pouvez aussi prendre rendez-vous. Donc le site c'est don200.efs.santé.fr, c'est l'établissement français du sang. On n'a pas besoin d'être à jeun, c'est conseillé de manger avant. Et puis il y a la petite collation après. À la fin, voilà, parce que ça va durer à peu près 1 heure, tout ça entre les papiers, etc., la prise de sang un peu latente. Donc on vient bien hydrater avec avoir mangé, et puis on repart avec une petite collation. Radio Ems. C'est l'heure de retrouver la chronique de Carole. J'ai fait un rêve. Bonjour à tous. Alors, petite question très simple pour commencer. Qui ici a déjà rêvé qu'il courait mais sans réussir à avancer ? Moi. Ouais, toi ? Ça arrivait plus d'une fois en plus. Ok, genre t'es poursuivi par un méchant mais tes jambes sont toutes molles, t'arrives plus à les plier correctement ? Oui, c'est ça, je suis complètement paralysé, je peux pas m'en sortir. Après, je me réveille tout d'un coup quand le pire arrive. C'est ça, juste avant. Oui, c'est ça. Et toi aussi, Tracy ? Oui, moi aussi. Ah ouais. Et toi, Flo ? Alors moi, non, jamais, mais ça me fait penser aux animaux et particulièrement aux chiens quand ils rêvent, parce qu'on voit leurs pattes bouger comme si ils couraient et en fait, ils font du surplace, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, tout à fait. Voilà, bon, on est tous dans le même club, hein. Donc ce rêve-là, les Japonais le font, les Portugais le font, les Canadiens, les Sénégalais, félicitations au Sénégal pour cette belle victoire durant la CAN. Les Sénégalais, donc les enfants de 5 ans et les adultes de 50. Même scène, même sensation, même frustration parfois. La nuit, il existe une petite poignée de rêves que presque toute l'humanité partage. Freud, le papa de la psychanalyse, les appelait les rêves typiques. On court sans pouvoir avancer. On tombe dans le vide, on est nu en public, on perd ses dents, on rate un examen, on ne peut plus bouger et parfois, enfin, on vole. On vole comme Superman ? Comme Superman. Waouh ! C'est un peu la playlist universelle du cerveau, un best-of du sommeil. Le psychologue américain Calvin Hall, dans les années 50, a analysé plus de 50 000 récits de rêves dans des pays tout à fait différents. Résultat, les mêmes scénarios qui reviennent partout sur la planète. Comme si la nuit, l'humanité utilisait un même répertoire d'images. Prenons par exemple le rêve d'être poursuivi. Vous courez, vous regardez derrière, vous savez même pas toujours par qui. C'est hyper frustrant. Pour certains neuroscientifiques, ce rêve pourrait être lié à l'amygdale, qui active la peur dans votre cerveau. Pour d'autres, depuis l'Antiquité, être poursuivi en rêve représente un conflit, une faute ou quelque chose que l'on refuse d'affronter. Chez les Grecs anciens, c'était souvent interprété comme une fuite devant son destin. Ensuite, il y a le rêve de tomber. Ça vous est arrivé, ça ? Tracy, vous t'est arrivé ? Oui. Toi aussi ? Oui, c'est vrai, ça arrive très souvent. Ouais. Surtout, tu essaies de sauter par la fenêtre justement pour voir si tu peux vraiment voler. Et là, paf, tu tombes tout d'un coup. Mais non, toi, tu y vas, quoi. Et Tracy, tu tombes en quoi ? Dans un puits, dans un fossé, dans quoi ? Une falaise. Ah, d'une falaise. Ouais. D'accord. Bon, moi, je tombe pas. Alors... C'est normal, docteur ? Toi, tu es stable. Souvent, c'est un rock. Souvent, c'est très court, très efficace. Comme si on ratait une marche.
on tombe dans le vide. Un petit sursaut parfaitement ridicule, ça vous retourne le bide. Et souvent, vous mettez un grand chassé dans le lit. Enfin, je sais pas si ça vous arrive ou d'avoir quelqu'un dans le lit qui... Non, mais ça sent le vécu quand tu le racontes. Tu sais, au moment de s'endormir, tout d'un coup, il y a... Et ce phénomène porte un nom scientifique très précis. C'est ça qui est fou. Ça s'appelle le sursaut hypnique. Il a été décrit dès le 19e siècle par le neurologue français Alfred Maury. Pour la science, avoir la sensation de se casser la figure en rêve pourrait venir d'un relâchement trop rapide du corps au moment de l'endormissement. Mais dans de nombreuses cultures, tomber en rêve, c'est aussi vu comme un signe de transformation, de passage ou parfois même d'annonce de naissance. Alors, sortez couverts, faites gaffe. Ça peut arriver. Et puis, il y a ce rêve mythique, perdre ses dents. Alors ça, c'est mon rêve hyper classique. C'est l'un des rêves les plus rapportés au monde, selon l'Université de Montréal en 2014. Selon certaines traditions européennes, perdre ses dents annoncerait la mort d'un proche. Trash. En Chine ancienne, c'était parfois lié à un mensonge que l'on n'osait pas avouer. En psychologie moderne, on associe souvent perdre ses dents à une perte d'image de soi, à un problème à s'exprimer, à prendre la parole, au stress ou à une période de grands changements. Même rêve, mais des lectures tout à fait différentes. Autre scène culte, être nu en public. Ça vous est déjà arrivé? Non, moi, courir nu en perdant ses dents. Ouais, allez, on fait tout. Non, quand j'étais petite, ça m'arrivait tout le temps. D'accord. Et ça, c'est plutôt un rêve qui vous parle du regard des autres. La peau est exposée, le froid. Le psychanalyste allemand Freud, toujours, il voyait un conflit entre désir et censure. Ouais. D'autres, lui, il voyait toujours des trucs un peu grivois, on va dire. D'autres, ils voient aujourd'hui la peur du jugement ou au contraire le désir d'être vu enfin tel que l'on est. À l'ère d'Instagram, c'est presque devenu un rêve d'actualité. Et puis, il y a ce rêve étrange où l'on ne peut plus se défendre. Vous essayez de frapper, mais vous n'avez plus aucune patate. Il y a le méchant qui est là, vous êtes à 2 doigts, vous pouvez vous le faire et vos bras sont en mousse. Ça, pour la neurologie moderne, cela pourrait venir de ce qu'on appelle l'atonie musculaire du sommeil paradoxal. En clair, pour vous aider à ne pas mettre des coups de poing dans votre partenaire, votre frère, enfin la personne qui dort à côté de vous, vos muscles sont volontairement bloqués pour éviter qu'on agisse pour de vrai. Okay. Mais symboliquement, dans de très nombreuses cultures, ce rêve représente l'impuissance, le sentiment d'être coincé, de ne plus avoir de prise sur sa vie. Enfin, il y a le rêve préféré de tout le monde, voler, flotter, glisser dans l'air comme Superman, comme Peter Pan, sans moteur, sans bruit. Chez les natifs américains, c'était parfois interprété comme un voyage de l'âme. Chez les psychanalystes, un désir de liberté. Ce qui est frappant, c'est que tous ces rêves parlent avec des sensations. Poids, souffle, chute, peau, vide, légèreté. Comme si la nuit, le cerveau écrivait de la poésie avec le corps. Une dernière chose intéressante, c'est qu'on s'est toujours demandé ce que c'était vraiment le temps du rêve. On ne sait jamais si on est arrivé 1 seconde ou si ça a duré tout le temps du rêve. C'est bizarre, on ne sait pas exactement si c'est un temps particulier. Et selon la neurologue Isabelle Arnulf, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui a étudié des patients somnambules notamment, qui faisaient les gestes exactement comme dans leurs rêves, ils pêchaient, ils fumaient, il y a des images que je vous invite à aller voir sur internet, ça va mourir de rire. Surtout des vieux darons comme ça. Et en fait, on les voit en train de fumer leurs cigarettes. D'accord. Et on les voit en train de pêcher, tourner le moulinet, etc. Et ce qui suggérait que le temps du rêve pourrait être très très proche du temps de la vie. Donc si vous êtes poursuivi pendant 10 minutes dans votre rêve, il y a peut-être moyen que votre esprit ait vraiment vécu 10 minutes de course, en vrai. D'accord. Ou a pris des substances, notamment notamment chez les natives aux États-Unis. Enfin, c'est aussi ce truc, on vole, on va avec les extraits, etc., à travers le calumet de la paix. Parfaitement. Et on sait que le calumet de la paix, il y a des trucs. Il y avait dedans. Voilà. Des petits trucs qui font rigoler ou pas, d'ailleurs, qui font peur aussi. Oui. On en reparlera des natifs américains parce que c'est vrai que ils ont toute une culture très très étendue autour du rêve et c'est passionnant quand on met le doigt là-dedans. Bref, peut-être que ce sont des rêves avec des expériences intérieures qui sont partagées et que chacun est libre d'interpréter à sa manière. Dans les prochaines chroniques, on essaiera de prendre
plutôt un par un ces rêves et d'essayer de les approfondir. Si vous avez envie de continuer cette exploration, je vous invite à passer sur notre page Instagram J'ai fait un rêve, où on parle régulièrement de ces histoires étranges que notre cerveau nous raconte la nuit. Eh bien, merci Carole. Bonne nuit pour ce soir en tout cas. Merci. En espérant que tu rêveras de belles et bonnes choses. Merci. C'est l'heure, on enchaîne tout de suite avec le coup de cœur littéraire de Véro. La minute littéraire de Véro. Chaque mois, un coup de cœur littéraire. Bonjour Flo. Alors aujourd'hui, mon coup de cœur va pour un roman qui s'appelle J'irai cracher sur vos tombes. J'irai cracher sur vos tombes est signé d'un pseudonyme de Boris Vian, Vernon Sullivan. C'est l'histoire d'un jeune homme noir mais qui a la peau très claire et qui est blond. Il décide de venger son frère qui a été lynché pour avoir entretenu une relation avec une femme blanche. Pour se fondre dans la société et approcher ses futures victimes, Lee Anderson se fait passer pour blanc et il s'installe dans une petite ville des États-Unis. Il y rencontre 2 jeunes femmes blanches, Lou et Jean Askit, qui sont riches et frivoles et qu'il séduit, qu'il manipule. Son plan de vengeance se met progressivement en place. Il humilie, exploite et détruit mentalement les 2 sœurs, tout en nourrissant son désir de revanche contre la société raciste. J'irai cracher sur vos tombes est paru pour la première fois en 1946 aux éditions du Scorpion. C'est un roman qui fit scandale lors de sa parution. Boris Vian est né le 10 mars 1920 en région parisienne. Il est mort le 23 juin 1959 à l'âge de 39 ans. Pendant sa carrière, il a utilisé plusieurs pseudonymes, c'était un auteur très prolifique. Mais Boris Vian a également énormément d'activités. Il est ingénieur, chanteur, poète, critique musical, trompettiste de jazz, directeur artistique et parolier. Il est l'auteur de nombreuses chansons, dont l'une des plus célèbres est Le Déserteur. Il a été chanté également par Jacques Higelin, John Baez ou encore Catherine Ringer. Je vais vous lire un extrait. Le 3e jour, il m'emmena chez Ricardo boire un coup avant le déjeuner. Il était 10 heures, il devait partir l'après-midi. C'était le dernier repas que nous prendrions ensemble. Après, je resterais seul en face des clients, en face de la ville. Il fallait que je tienne. Déjà, quel coup de chance d'avoir trouvé Hansen. Avec mon $, j'aurais pu vivre 3 jours en vendant des bricoles, mais comme cela, j'étais retapé à bloc. Je repartirais du bon pied. Chez Ricardo, c'était l'endroit habituel, propre, moche. Cela sentait l'oignon frit et le donuts. Un type quelconque, derrière le comptoir, lisait un journal distraitement. Ce livre est une critique puissante du racisme. C'est écrit dans un style percutant, l'écriture est directe, crue et rythmée. Mais on peut être dérangé par les scènes de violence sexuelle, par un contenu que l'on peut juger comme immoral et ressentir un certain malaise à la lecture. On peut le voir comme un coup de poing engagé ou comme un texte excessif et malsain. Et c'est cette ambiguïté qui en fait un livre marquant. J'irai cracher sur vos tombes, Boris Vian. Bonne lecture. Monsieur le Président, Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise. Ma décision est prise, je m'en vais déserter. Monsieur le Président, je m'en vais déserter. Monsieur le Président, depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu mourir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins, je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence. Et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Monsieur le Président, je m'en vais déserter. Monsieur le Président,
Déclic prend le mic sur Radio Ens. Samedi 29 novembre a eu lieu l'inauguration du square Chantal Delahousse, un lieu offrant aux habitants un nouvel espace de détente, de rencontres, de jeux pour les enfants et qui porte désormais le nom d'une figure locale dont la mémoire continue d'accompagner la communauté. Dans ce reportage, vous entendrez celles et ceux qui ont contribué à donner forme à ce projet. Les élus, les équipes techniques, le paysagiste, mais aussi les habitants, les associations du quartier et le fils de Chantal Delahousse, venu pour cette inauguration chargée d'émotions. Alors, une première question, monsieur Hanotin, monsieur le maire. Donc, vous venez d'inaugurer ce square Chantal Delahousse. C'était important pour la ville de faire cet hommage à cet ancien agent de la ville qui a beaucoup contribué au niveau des projets urbains, entre autres. Bah écoutez, Chantal était effectivement une ancienne agente qui a consacré sa vie professionnelle à Saint-Denis, à Pleine Commune. Mais j'ai envie de dire, et chacun le sait pour les habitants de Saint-Denis, que Chantal était beaucoup plus que ça, qu'une agente parmi d'autres agentes, puisque elle avait Saint-Denis complètement chevillé au corps. Saint-Denis, c'était sa vie, sa ville bien sûr, mais sa vie aussi. Et elle a tellement donné, notamment dans le secteur associatif, ici à Floréal, à Allende, dans ces quartiers nord de la ville. On pense en particulier à son engagement quasiment jusqu'à son dernier jour dans la régie de quartier, avec une constante, c'est d'être toujours au service des autres, avec un altruisme incroyable. J'avais, lors de ces obsèques, dit à la famille qu'on essaierait de trouver un lieu qui symbolise aussi son action et qu'on pourrait l'honorer à cette occasion. Quand on a, avec les habitants, discuté et qu'il y avait ce square qui arrivait, c'est vrai que ça s'est imposé comme une évidence de donner le nom de Chantal Delahousse à ce tout nouveau square. On en est très fiers, d'abord parce que le square, si vous ne l'avez pas encore vu, il est très beau et donc venez-y parce que ça va être un lieu d'usage. Et puis il portera ce symbole d'une militante, et j'insiste, militante, voilà, parce qu'on veut aussi féminiser les noms de rues, les noms de squares, les noms de bâtiments, à côté de Marthe Gauthier, qui elle aussi est une actrice engagée incroyable dans l'histoire de notre pays, et bien que les deux soient finalement côte à côte, Marthe Gauthier et Chantal Delahousse, c'est un très très beau symbole. Alors, monsieur Queneau, vous êtes l'entreprise ? Alors, tout à fait, on est l'entreprise. On a eu la chance et l'honneur de réaliser ce parc pour tout ce qui est espace vert. Et je tiens à dire que ça s'est vraiment remarquablement passé parce que déjà, les salariés de mon entreprise ont pris un plaisir fou à venir travailler sur ce jardin. Et tous les habitants autour ont eu une grande curiosité. Ce qui ne nous arrive pas sur tous nos aménagements, de savoir qu'est-ce qu'on plantait, quelles allaient être les circulations du parc, quel allait être leur usage. Et on a senti vraiment autour de cet espace vert une partie prenante de tous les usagers qui inaugure quelque chose de plutôt sympathique pour nous, c'est-à-dire que les gens vont s'accaparer l'espace vert, et quand les gens s'accaparent l'espace vert, pour nous c'est gagné, parce que on répond à un besoin, et deux, les gens font plus attention à l'aménagement. Et en ça, on est vraiment très content d'avoir eu ce contact avec tous les gens et tous les acteurs et justement quartier. Sur cette participation des habitants et notamment des enfants, puisque les enfants c'est l'avenir, il y a eu des petites planchettes de poser, sur les arbres. Est-ce que c'est important pour vous justement cette participation du plus petit au plus grand ? Pour moi c'est essentiel. C'est essentiel parce que si vous voulez, il faut vraiment que les gens s'accaparent cet espace vert comme leur jardin. Et du coup, si vous voulez, aient plaisir à venir voir l'évolution de la végétation, et aller savoir, ça peut même parfois créer des vocations. Oui. Donc j'ai vu des petits et des petites, quand on a fait ce petit atelier simple de venir planter des plantes dans les massifs pour créer une petite animation, j'ai vu des gamins qui étaient tout de suite partie prenante et qui faisaient ça avec cœur et avec envie,
Et ça fait plaisir de voir comme ça que les jeunes pousses puissent bientôt prendre le relais dans nos aménagements. Monsieur le maire, alors l'environnement, l'écologie, donc une cause très importante pour la ville avec beaucoup d'aménagements et aussi dans les quartiers, la preuve puisque le square, en tout cas aujourd'hui, qui préfigure il y a un projet d'espace paysager pour la ville. C'est important pour vous justement ces histoires d'environnement et d'écologie? C'est plus qu'important, c'est une de nos priorités. Pour vous donner quelques chiffres, durant ce mandat, on aura planté 9000 arbres. Jusqu'alors, à Saint-Denis, on ne plantait pas assez d'arbres pour remplacer les arbres morts, les arbres malades. Dorénavant, on a vraiment une dynamique d'accélération, à la fois dans des squares, à la fois dans des espaces verts magistraux qu'on est en train de développer, mais aussi un peu dans le diffus pour faire nos alignements d'arbres dans les rues et pour essayer de recréer partout où on le peut de la fraîcheur. Ici, c'est 45 arbres, mais juste à quelques encablures d'ici, vous aurez bientôt au mois de février le grand parc Marcel Cachin qui va être livré. Et là, c'est 2500 nouveaux arbres d'un coup qui vont être plantés à cet endroit-là. Alors pour que tous ces espaces ils soient accessibles à toutes et tous, on a aussi beaucoup travaillé sur la question des mobilités. Il y avait un sujet spécifique sur le quartier avec, on le sait, la piétonisation et la végétalisation du centre-ville a fait en sorte que le 153 ne peut plus passer du coup dans le centre-ville. C'était un problème, on s'était engagé à essayer de construire des solutions. On a essayé une première solution avec l'interconnexion avec le tram qui, objectivement, on peut le dire, n'a pas marché. Voilà. Et donc, à partir du moment où ça n'a pas marché, j'ai dit qu'on retravaillerait à une autre solution. C'est ce qu'on a fait. Et on a réussi à obtenir, et finalement c'est même beaucoup mieux que ce qu'on pensait, d'IDFM qui crée une toute nouvelle ligne de bus pour le quartier Floréal, pour SFC, qui ira de Floréal, la promenade de la Basilique, jusqu'au marché place du 8 mai, mais en créant y compris des nouvelles dessertes qui n'existaient pas même avec le 153. Je pense au lycée qui dorénavant sera desservi, au commissariat, à la Balède ou encore à la caisse d'allocation familiale. Bien, merci, je ne vous retiens pas merci plus. Beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le maire Mathieu Hanotin. Alors on revient à ce square Chantal Delahousse. Stéphane Mercier, paysagiste. Quel type d'arbre? Sur ce square-là, en fait, ça fait la manière de faire des choix sur ce qui a été amené dans la conception et sur les objets qui composent ce square. Ça s'est fait notamment sur des temps de concertation. Il y avait une attente assez particulière avec les habitants de la part des habitants, en particulier la volonté d'en faire un espace qui puisse s'apparenter à un arboretum et qui du coup soit composé d'une variété d'arbres qui soit assez généreuse. Donc quel type d'arbre? En fait, c'est surtout une variété assez importante d'arbres. Et au milieu de cette variété, il y avait un élément qui nous semblait important, c'est d'avoir quelques conifères dedans qui gardent leurs feuilles en hiver, parce qu'en fait on a remarqué que tout le quartier avait un paysage d'hiver, un paysage d'été, et son paysage d'été c'était qu'on avait des tours qui émergeaient d'une grande nappe arborée et que c'était finalement une sorte de grand quartier parc, et que quand les arbres perdaient leurs feuilles, en fait on retrouvait plein de spots isolés de petits conifères à plein d'endroits, et que du coup ça participait à ce paysage très particulier de cet endroit-là. Et donc c'est un des choix qu'on a fait, c'est d'avoir quelques conifères et beaucoup de feuillus, mais surtout d'avoir une grande diversité pour essayer de répondre à cette demande d'apparenter cet espace à un arboretum, bien qu'il soit de taille assez raisonnable par rapport à ce qu'on entend habituellement par un arboretum. Il y a combien d'arbres en tout? Il y en a 46 qui sont plantés. Et puis beaucoup d'arbustes, beaucoup de plantes vivaces à fleurs. Donc il y aura plusieurs strates de végétation. Ce qui est la tendance actuelle en fait finalement d'avoir une grande diversité de végétation. Ce qui favorise en fait aux végétaux de bien se développer, et puis surtout ce qui participe au rafraîchissement des espaces de manière un peu qualitative. Alors dans combien de temps à peu près on va avoir tout ça fleurir parce que là pour l'instant les arbres sont nus, on va dire. Ouais, c'est sûr. Mais dès ce printemps ça commencera à pousser. Après c'est sûr que les arbres, ça demande du temps, donc avant qu'ils aient une taille qu'on considère comme adulte, il va se passer une dizaine d'années. Oui. Mais en attendant, ça aura quand même une certaine qualité, et surtout la strate basse, elle va se développer beaucoup plus rapidement. Donc on aura déjà une belle nappe en bas qui va se développer, qui va fleurir. Et puis les arbres, il faut leur laisser du temps parce que c'est le rythme de la vie. Et puis sur ce site-là, il n'y avait pas d'arbres existants, vu que c'était un immeuble qui était présent avant, il n'y avait pas d'ancien patrimoine arboré. Oui. Donc on part à neuf, quoi. Au niveau de l'entretien, qui va entretenir
arroser ou je sais pas, enlever les mauvaises herbes, je sais pas, au niveau de l'entretien. En fait, les 2 premières années, ce sera l'entreprise Keno qui fera l'entretien. Parce que c'est le fait d'entretenir elle-même, c'est une manière de garantir la reprise des végétaux. De s'assurer que les végétaux qui ont connu un certain stress du fait d'être déplacés depuis la pépinière jusqu'à ici, en fait, il faut leur apporter un peu de soin. Donc tout ce qui va être arrosage, désherbage, petite taille, etc., ce sera fait pendant 2 ans par l'entreprise Keno. Et ensuite, la responsabilité reviendra à la collectivité de soit le faire elle-même via les agents territoriaux, ou soit de déléguer cette mission à une entreprise dans le cadre de différents baux d'entretien comme il y en a sur tout le territoire de Plaine Commune. Oui. Alors à quelle fréquence, Monsieur Keno, l'entretien est comment Alors si vous voulez, la fréquence c'est une fréquence régulière, mais comme il y a différents types de végétation, que ça soit de l'engazonnement, que ça soit les plantations d'arbres remarquables, d'arbres assez grands et des arbustes, en fait on peut dire qu'on sera présent à peu près 3 fois par mois, mais ça va dépendre, nous on travaille avec les saisons. Donc si vous voulez, naturellement en hiver on aura un œil et des interventions, mais on va plus axer nos interventions pendant le printemps et l'été. D'accord. Eh bien messieurs, je vous remercie. Et puis à bientôt, on se reverra sur ce square Chantal Delahousse. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Radio Ems. Alors nous sommes avec Thierry Durieux de l'association La Petite Liberté. Alors l'association a animé des ateliers avec les enfants du centre de loisirs pour justement peindre des petites planchettes pour accrocher aux arbres. Alors Thierry, comment se sont passés ces ateliers ? Alors ces ateliers se sont très bien passés, les enfants ont été très réceptifs, ils étaient très contents de le faire, que ce soit des tout petits de 4, 6 ans jusqu'à 7 ans. On leur a demandé de peindre comment ils voyaient le parc et comment ils voyaient leur quartier. Ça les a amusés énormément. Alors on a passé toute la journée ensemble, on a avec les animateurs encore que je remercie du centre de loisirs. Ils n'auraient pas été là, ça aurait été quand même assez compliqué parce que gérer des enfants de cet âge-là, c'est très dur. Je l'ai découvert. Écoutez, on a peint, on a dessiné, on a rigolé, on a mangé des crêpes aussi après, à la fin de la journée ensemble. Et aujourd'hui, on a eu l'honneur, le privilège de pouvoir exposer tout ce qu'ils ont fait sur le parc de la Housse. Et des enfants de sport dans la ville ont participé aussi. Ils ont dit présent tout de suite pour planter les arbres et des fleurs. Ça a duré toute la matinée. Je pense que ça a été une très belle matinée aujourd'hui pour tout le monde, les gens du quartier et les enfants aussi. Voilà. Merci beaucoup. De retour pour cette matinée d'inauguration du square Chantal Delahousse. On est avec monsieur Adrien Delacroix, donc président de Plaine Commune Habitat. Bonjour. Bonjour. Alors un petit mot sur cette inauguration de cette matinée du square Chantal Delahousse. Ça fait plaisir en tout cas à Plaine Commune, la ville de Saint-Denis et puis évidemment à Plaine Commune Habitat de pouvoir honorer la mémoire de Chantal Delahousse en présence de sa famille qui habite le quartier ou en proximité, pour rendre hommage au travail finalement de Chantal Delahousse dans les quartiers en particulier de la ville où évidemment Plaine Commune Habitat y est particulièrement concerné par son action en matière notamment de qualité d'espace public, de végétalisation. Et quand aujourd'hui c'est une des grandes priorités que moi j'ai donné à Plaine Commune Habitat d'améliorer notre cadre de vie, notamment par la végétalisation, et je trouve que ça fait vraiment sens d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes avec une habitante du quartier Floréal. Alors tout d'abord, bonjour. Bonjour. Et puis, je vais vous demander, le square Chantal Delahousse à la cité Floréal, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour nous, c'est une très bonne chose, surtout qu'on est mère des enfants. Le fait d'avoir un square juste à côté de là où on habite, c'est super pour les enfants et un endroit de plus pour se détendre, notamment pendant l'été. On n'a pas besoin d'aller loin, on a tout ce qu'il faut juste à côté, donc c'est super, on est content. Un endroit de fraîcheur. Bien sûr. C'est quelque chose que vous attendiez pour le quartier ? En tant que maman toujours, parce que je vais parler en tant que mère de 3 enfants,
Des espaces comme ça, nous on est preneuses, forcément. Chacun regarde midi à sa porte. Oui, parce que du coup, comme j'ai dit, ça nous permet de pouvoir faire sortir les enfants sans trop se poser des questions, gratuitement, à côté, sans prendre des transports. Donc c'est top. C'est top pour nous. Eh bien, en tout cas, on vous remercie. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour madame. En tant qu'habitante, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pensez d'un square? Normalement, je suis très contente par rapport aux enfants parce qu'on n'avait pas assez. Là, on nous met un autre parc. Là, sincèrement, je suis très très contente au niveau des enfants. Alors pas qu'au niveau des enfants, parce que ça veut dire que vous allez pouvoir vous aussi accompagner vos enfants, parce qu'il y a des bancs, oui. Donc vous asseoir tranquillement. Pour causer avec des amis, prendre aussi des connaissances avec d'autres personnes. Là, ça me fait plaisir au fait. Donc c'était une demande aussi en fait des habitantes. Oui, on avait besoin de ça parce qu'on n'a pas assez de parcs ici. Oui. Pour que les enfants baladent, pour que nous aussi on puisse s'asseoir pour causer entre nous aussi les parents, pour se connaître. Je suis très contente. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. On est avec Laure et Thomas, donc deux éducateurs de l'association Canal, donc du quartier Saucé-Floréal-Courtille. Alors un mot sur l'inauguration de ce square Chantal Delahousse. Bonjour Florence, écoute, nous on est venus ce matin pour l'inauguration. On est arrivé il y a pas longtemps sur le quartier, donc on a vraiment suivi un peu toute la construction, etc. Et jusqu'ici, moi je trouve que je suis plutôt contente de voir ce résultat-là. Ça va agrandir la place qui, je trouve, était déjà plutôt conviviale. Et nous on est des éducateurs de rue, donc on a vu qu'il y avait des bancs, etc. Donc merci, pour nous c'est un cadeau pour nous, ça permet de nous asseoir un peu plus dans l'espace public pour pouvoir être avec les habitants. Et... Ça va favoriser la communication, Thomas? Exactement, ouais. Et moi je trouve que c'est bien, c'est un bel espace et ça va permettre justement aux jeunes de l'investir. Donc franchement je trouve ça cool, ouais. Du fait que les enfants ont aussi un peu participé à la plantation, à la décoration, est-ce que finalement vous pensez que c'est une manière de s'approprier les choses et que ce parc restera en bon état? On l'espère, et oui c'est bien de faire participer les jeunes parce que comme tu dis ça permet de s'approprier l'espace et de sentir qu'ils participent aussi à la création de quelque chose, donc ouais c'est une bonne chose. Oui, moi je rejoins Thomas là-dessus, hein. C'est sûr que quand ça vient des habitants et quand on peut participer aux choses et les faire par nous-mêmes, que ce soit la plantation des arbres, les infrastructures du quartier, etc. C'est sûr qu'après on a vraiment envie de bien les conserver et de se les approprier. Merci beaucoup. Un petit mot là de Monsieur Fabrice. Alors je rappelle, animateur et peut-être directeur aujourd'hui, hein? Oui, directeur du centre de loisirs de Chambrin-la-Roseraie à Porte de Paris. D'accord. Alors pareil, une petite réaction par rapport à ce square Chantal Delahousse. Alors franchement c'est un très bel hommage qu'ils ont fait à Chantal, parce que Chantal c'était une grande dame de la ville de Saint-Denis. Moi je suis issu d'un autre quartier d'ici et elle a été là dans beaucoup de moments aussi difficiles pour nous. Donc c'était important qu'on vienne aujourd'hui pour donner hommage aussi à Chantal et accompagner Rémi et sa famille aussi dans cet hommage. Ça a été difficile pour nous aussi la perte de Chantal quand elle est partie, elle nous a laissés. Donc c'est une très grande dame de la ville de Saint-Denis, elle a toujours été là pour nous, elle nous a accompagnés sur beaucoup de projets, elle avait un grand cœur, hein. Et c'est comme ça qu'on, par la suite, on a fait un petit peu la même chose aussi avec les jeunes. Merci beaucoup Fabrice. De rien. Merci à toi. Rémi, donc l'un de ses fils et qui représente aussi la famille. Alors Rémi, un bel hommage pour Chantal Delahousse. Alors moi, franchement c'était un très bel hommage, j'étais très ému, ma famille aussi. Ce parc, il est pour moi un parc de souvenirs, en même temps de rencontres. Ça va être un parc aussi où les gens vont pouvoir discuter, les enfants jouer.
C'est ce qu'a voulu ma maman. Donc sur ce quartier-là, il nous a vu naître, il nous a vu grandir. Et puis j'ai reçu pas mal de messages de quartiers, d'autres quartiers, qui m'ont dit Rémi, franchement, ta maman, nous on aurait voulu aussi avoir un parc aussi, mais bon on a ses souvenirs. On se rappelle de sa voiture, comme elle arrive avec sa voiture sans permis, dans les quartiers. On était, voilà. Donc un très bel hommage, merci à la mairie encore. Merci à Mathieu Anotin, merci aux élus, merci à l'ensemble qui ont œuvré pour ce parc. Aux associations du quartier aussi, Déclic, La Petite Liberté, SFC, la régie. Pour moi, c'est un bel hommage et je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Merci beaucoup en tout cas, Rémi. Merci beaucoup. Déclic prend le mic, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine dès 20h. Restez à l'écoute de Radio Ems. Tout de suite, c'est DJ Vibes avec l'émission Funk Anthologie. Salut CZ. Salut Flo, salut tout le monde. Ah, de la funk, ça c'est cool. Allez, on va se connecter.